Bonjour chers amis, frères et sœurs et bienvenue à notre émission Parcours et témoignages. Ce matin, nous recevons un pasteur aumônier militaire. Il nous dira un peu, Kim. Bonjour Kim Bonjour Maximilien, et bienvenue. merci pour cette invitation. Est-ce que tu peux un peu nous parler de toi? Alors, donc je suis aumônier militaire de Ouais. zone de défense à Metz. Donc, aumônier de zone de défense, c'est responsable des aumôniers militaires sur la zone de défense Est. Pour simplifier, c'est les régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Je suis issu d'une famille pastorale. Mon père était pasteur, mais pas du tout militaire, hein. Il n'y a Ok. aucun militaire dans la famille. Et donc j'ai grandi dans un milieu pastoral, paroissial. Et donc ce qui m'a donné aussi envie de faire des études de théologie et de faire un ministère pastoral. Et c'est au moment, alors que j'étais encore un des derniers à avoir effectué mon service militaire, Ok. et c'est pendant le service militaire que j'ai découvert aussi l'aumônerie militaire, puisqu'il y avait un aumônier qui était là. Mais j'étais dans un coin un peu perdu en Gironde, et l'aumônier était sur Bordeaux, et il cherchait ce qu'on appelait un relais d'aumônerie qui pouvait un peu faire la liaison, parce qu'il a dit je peux pas être là tout le temps, donc je cherche quelqu'un qui pourrait faire un peu le secrétariat, enfin voilà, être là, assurer une présence et puis faire le lien entre s'il y a besoin, voilà, m'appeler. Donc j'ai commencé comme ça, et c'était avant de faire mes études de théologie. Juste pour Oui. une question de clarification, le relais d'aumônerie n'est pas forcément un aumônier militaire. Non, alors À ce c'était pas un moment-là. aumônier militaire. Moi, Ok. j'étais un simple appelé du contingent. Ok. Je projetais des films dans le cinéma encore à l'époque. C'était encore sur du 35 mm, donc j'étais formé sur du 35 mm. Et parallèlement à ça, je faisais des permanences. Alors, il n'y avait pas grand monde qui venait, mais c'était une manière de dire, voilà, s'il y a quelqu'un, au moins, il y a quelqu'un sur site qui connaît, qui peut contacter l'aumônier. Donc, j'avais pas du tout le grade et le rang d'aumônier militaire. Non, D'accord. voilà. Et comment es-tu passé de ce ministère, de cet appel finalement à la pastorale vers l'aumônerie militaire? Parce que là, tu étais d'abord dans ton service militaire, Oui, oui, ensuite après le service militaire, tu as été faire des études de théologie. tout à fait. Ok, et après, Et après, j'ai fait le cursus, j'ai suivi le cursus classique de l'UEPAL, donc les 5 années voilà, plus 3 ans de vicariat. Et c'est là que je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être intéressant, puisque bon, j'ai toujours aimé un peu la chose militaire, ok. voilà, d'aller voir. Donc j'ai pu faire le stage de spécialisation dans l'aumônerie militaire. Donc ça a été un peu pas dur, mais il y a eu des questions administratives, des retards administratifs qui fait que le stage s'est un peu réduit, mais j'étais après voilà, placé dans des unités avec un maître de stage, et j'étais vraiment pratiquement autonome dans les unités. Donc là, j'ai pu me familiariser avec non seulement la chose militaire Ouais. que je connaissais déjà, mais en même temps d'être aumônier, d'accompagner les uns et les autres. Voilà, Et donc tu n'as jamais été pasteur en paroisse? si j'étais alors Ok. si puisque quand j'ai fini le vicariat, Oui. la question a été posée si je voulais tout de suite rejoindre l'aumônerie militaire ou si je voulais faire de la paroisse. Alors j'ai été pasteur pendant 3 ans à Herbitsheim, dans l'Alsace-Bossu, entre Sarre-Union et Sarreguemines, puisque j'estimais aussi que l'aumônier militaire étant un statut, étant un contractuel, Ouais. hein, nous sommes catégorisés comme officiers sous contrat, si le jour où le contrat n'est pas reconduit, qu'on puisse retourner en paroisse, puisqu'on est détaché de nos églises. Pour D'accord. devenir aumônier militaire, il faut être attaché à une église qui aussi prend l'engagement de nous récupérer ou de nous reprendre le jour où on quittera l'aumônerie militaire. Donc ça peut être au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans, enfin voilà, mais ou alors jamais. Mais il y a toujours cet engagement de l'église d'origine de dire on n'est pas aumônier militaire venant de nulle part. Voilà. D'accord, ok, ok. Et qu'est-ce qui t'a le plus surpris quand tu as commencé dans l'armée? Alors le plus surpris, je dirais, c'est un métier, contrairement au ministère paroissial, Ouais. où on sait où trouver le pasteur, parce qu'il y a le presbytère, il y a le temple, il y a l'église, Ouais. voilà, il y a le conseil presbytéral. L'aumônier d'aumônier militaire est un ministère solitaire. C'est-à-dire qu'on a un bureau,
on a un bureau, et si on veut être tranquille, on reste dans son bureau, on ne sera pas dérangé, il y aura souvent, et puis même souvent le bureau, on nous place à des endroits un peu isolés, donc il faut vraiment... Et si on ne prend pas son bâton de berger, qu'on ne veut pas faire le tour des différents services, des différentes compagnies dans un régiment, eh ben, on est complètement inexistant. Même si on porte la tenue, même si on a le grade, les personnes ne vont pas aller forcément au contact tout de suite de l'aumônier. Il y a une relation de confiance qui doit s'établir. On sait qu'il y a un aumônier, mais on ne va pas forcément. Il faut vraiment aller vers lui, enfin, que les soldats aillent vers lui, parce que nous sommes vraiment dans l'accompagnement et spirituel et moral. Alors, certains disent un peu le soutien psychologique, même si on n'a pas de formation de psychologue, mais on est là pour l'écoute. Okay. Et donc, il est vrai qu'on ne va pas parler de ses problèmes, de son vécu à une personne qu'on ne connaît pas. Ouais, donc ça met du temps. Les premiers temps, c'est vrai que les premiers temps, mon épouse ne comprenait pas. Quand je rentrais à la maison, elle me disait: t'as fait quoi aujourd'hui? J'ai dit: j'ai bu le café dans telle compagnie, j'ai bu le café là, j'ai bu le café là. Enfin, je buvais 5 ou 6 cafés par jour. Et elle me dit: mais en fait, ouais, t'as rien fait, t'as fait que boire du café et discuter, quoi. Elle s'en est rendue compte le jour où il y a eu des portes ouvertes au régiment. Donc les portes ouvertes, c'est le régiment qui ouvre qui s'ouvre au public et qui présente un peu le matériel et tout ça. Et qui a été vu avec moi, et puis quand je suis arrivé: monsieur l'aumônier, bonjour pasteur, comment ça va, et toi? Je lui dis: mais en fait, il te connaît. Je lui dis: tu vois, ça, c'est d'avoir bu le café avec un tel. Et là, elle a compris que finalement, c'est du relationnel, on construit du relationnel. Alors, c'est vrai que des fois, on n'a pas forcément, il n'y a pas de produits finis, de matière sensible qu'on peut sentir en disant: voilà, le résultat est là parce que j'ai fait ça. Non, mais c'est vraiment au fur et à mesure, comme on dit, on sème et puis on ne sait pas ce qu'on va récolter. Ouais. Ok, c'est-à-dire qu'on ne peut pas définir en tant que tel le cahier des charges d'un aumônier militaire. Alors, il y a des priorités. D'accord. Il y a 3 grands axes qui ont été établis par l'état-major des armées. Oui. Donc, c'était des axes qui ont été mis par écrit. On n'a pas attendu de fonctionner comme cela avant, mais là, maintenant, c'est mis par écrit. Ce sont les 3 grands axes. C'est assurer le cultuel dans les armées, puisque la loi malgré la séparation de l'Église et de l'État, la loi, la République, l'État français, assure la liberté de culte. Donc l'aumônerie militaire, on fête d'ailleurs les 170 ans de l'aumônerie protestante aux armées, puisque les premiers aumôniers militaires ce sont des pasteurs qui ont été envoyés pendant la guerre de Crimée. Donc, l'actualité de l'Ukraine nous rappelle aussi qu'il y a eu une guerre, que la France est déjà intervenue en Crimée au 19e siècle. Et ce sont le pasteur des Billettes de Paris qui a harcelé le ministre de la guerre pour envoyer des aumôniers, des pasteurs là-bas. Et les pasteurs ont été envoyés sur le fonds propre des paroisses. Ce sont des paroissiens qui sont cotisants en disant: on envoie des pasteurs avec nos soldats. Donc quelques-uns sont décédés sous les murs de Sébastopol, question de maladie, enfin voilà, entre autres. Et donc ça a poussé l'État à créer les aumôneries militaires par la loi de 1880, qui est une loi qui crée des aumôneries militaires et qui, pour moi, a jeté déjà les bases de la loi de 1905, dont on va fêter aussi cette année les 120 ans, d'ailleurs dans la semaine prochaine, puisque c'était le 9 décembre, qui dit que l'État ne finance aucun culte, mais elle assure la pratique du culte. Et donc, par ce biais-là, elle a le devoir même de payer des aumôniers. Alors la loi de 1905 parle des prisons, des hôpitaux, des lycées, ne parle pas des armées, puisque les armées sont déjà régies par une loi antérieure. Mais du coup, l'aumônier militaire a donc fait partie pas de la chaîne, mais du milieu militaire. Et donc, l'état-major a donné ses directives d'assurer de pérenniser le cultuel, pas le cultuel, le cultuel dans les armées, donc de pouvoir célébrer des offices, l'aide, l'accompagnement moral et spirituel, donc c'est-à-dire de conseiller, d'accompagner spirituellement, mais aussi puisque l'aumônier est là pour tout le monde, l'aumônier n'est pas là que pour sa confession, mais il est là pour tout le monde, d'aider des personnes, d'écouter, et ce qu'on appelle aussi l'aide au commandement.
Ok. c'est-à-dire l'aide au commandement, c'est-à-dire conseiller le commandement, alors pas sur des questions tactiques, nous n'avons pas fait d'école de guerre, nous n'avons pas fait des écoles militaires, mais sur le moral. C'est toujours dans le cadre du moral, les chefs nous disent toujours, les CAN nous disent toujours, bah vous, parce que vous avez le grade d'aumônier militaire, qui est un grade, ce qu'on appelle un grade miroir, on prend le grade de la personne à laquelle on s'adresse, donc traite d'égal à égal. C'était une question que j'avais posée, Voilà. c'est quoi le grade de Alors, le grade, c'est le grade unique qui est le grade d'aumônier militaire, ce qu'on trouve pas dans d'autres armées. Dans les armées anglo-saxonnes, on a encore le grade hiérarchique. Là, on a un grade d'égal à égal, ce qui permet de parler d'une manière, avec une certaine liberté, donc, avec les uns et les autres. Alors, voilà, on va pas s'adresser de la même manière au général qu'aux premières classes, mais il y a plus de sentiment de hiérarchie. Okay. Et donc, pour le jeune soldat, le jeune qui arrive et qui a des soucis, ben, il n'y a pas à voir d'abord, oh là, lui, c'est un officier, ou ça, je ne vais pas lui parler là. Et puis, plus on monte, on va dire, dans la hiérarchie, il y a plus, les demandes ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce que vous sentez au niveau de ma section, au niveau de ma compagnie, au niveau de mon régiment, au niveau là, quel est le ressenti? Alors bon, effectivement, et c'est toujours de manière anonyme. Okay. C'est-à-dire qu'il y a le secret professionnel. Donc ce qui se dit avec l'aumônier reste dans l'aumônier. Je mets toujours un bémol personnellement, mais parce que quand j'estime qu'il peut y avoir danger pour la vie. On sent que quelqu'un a des tendances, une fragilité, et peut avoir des tendances suicidaires. On va quand même prévenir la hiérarchie en disant on va éviter peut-être de l'envoyer en patrouille, de l'envoyer sur un champ de tir, parce que bon, voilà, même si l'aumônier n'est pas armé, le soldat n'est pas armé en permanence, sauf dans des cas particuliers, l'opération Sentinelle ou en opération extérieure, on va éviter qu'il puisse avoir un accident. Okay. Voilà. Et est-ce que tu peux nous raconter un moment où ton rôle d'aumônier a vraiment compté? Alors, il y en a eu plusieurs. On est dans les dates, si on peut dire anniversaires, on va dire plutôt de commémoration des attentats de Paris. Et là, effectivement, on a eu, c'était un vendredi soir, le samedi, on a eu un mail de la direction en disant il faut tous les aumôniers qui sont disponibles monter sur Paris parce qu'il y a besoin. Et j'ai pris mes affaires et puis je suis monté. J'avais justement un régiment dont j'avais la charge qui était sur Sentinelle Paris. Combien de personnes un régiment? Alors un régiment, c'est à peu près entre 800 et 1000 personnes. Oh, quand même. Ah, oui. On va dire à peu près en moyenne 800. Là, alors quand il y a effectivement une opération, c'est pas tout le régiment qui part, puisqu'il y a toujours ce qu'on appelle la base arrière, puisque là pour Sentinelle, il y avait une bonne partie du régiment avec un état-major, le chef de corps, et puis je suis monté, j'ai passé 10 jours avec eux, ils étaient très contents, ils étaient d'ailleurs surpris de me voir, ils disaient qu'est-ce que vous faites là, pasteur? J'ai dit je pense que vous avez peut-être besoin d'un soutien, enfin voilà. Alors le soutien se manifeste de manière différente, c'est pas forcément de parler, d'écouter, c'est simplement d'être là. Beaucoup m'avaient dit, j'ai dit, des fois j'avais l'impression d'être là, de ne pas savoir quoi faire, mais les soldats disaient, mais on sait, pasteur, on vous remercie parce qu'on savait que vous étiez là. On n'a peut-être pas eu besoin de vous, mais on savait que s'il y avait quelque chose, on pouvait venir vous voir parce que vous étiez là et que vous nous connaissez, parce que voilà, on serait peut-être moins allé vers un autre aumônier qu'on connaissait moins. Et puis sinon, il y a eu aussi plus récemment l'accompagnement d'un militaire qui a eu quelques petits problèmes démêlés avec la justice, où j'ai pu aller le visiter régulièrement, pratiquement toutes les semaines, quand il était incarcéré. C'était une des rares personnes, j'ai été une des rares personnes à avoir l'autorisation de le visiter, et je continue d'ailleurs à l'accompagner. Donc là, on se sent utile quand, comme je disais, on s'aime et puis on ne sait pas, mais on se sent utile quand on retrouve aussi des personnes qu'on n'a pas vues, qu'on a fait une opération avec eux, une opération extérieure avec eux, et puis qu'on n'a pas revu pendant 5-6 ans, parce qu'on se voyait, parce que c'est le voisin de chambre, ouais. Et puis qu'au bout de 5-6 ans, pasteur, monsieur l'aumônier, comment ça va? Ça fait plaisir de vous voir, qu'est-ce que vous devenez? Vous vous rappelez? Alors, le problème, des fois, c'est de se dire, où est-ce qu'on s'est croisés? Et on se dit, finalement, la mission, elle a réussi parce que j'étais pas transparent, je suis pas passé inaperçu. Les gens sont venus ou ils sont pas venus, mais ils gagnent un bon souvenir parce qu'ils ont bon souvenir.
ça c'est appréciable, voilà, ça flatte un peu l'ego, on va dire, mais ça fait toujours plaisir de se dire, bah voilà, on n'était pas, on savait qu'on était là, on n'a pas été. Vous avez pu quelque chose là, et puis voilà. Voilà, et puis ça fait son chemin, et puis on n'est plus maître de la chose. Okay. Est-ce que tu as déjà été en mission extérieure? Oui, j'ai été plusieurs fois en mission extérieure sur des théâtres, alors qui n'étaient pas des théâtres, on va dire, sensibles. Alors, quand on part en mission extérieure, c'est toujours pour une bonne raison. Hein, on n'envoie pas un aumônier, on n'envoie pas des soldats si c'est rien qui se passe. Je n'ai pas fait l'Afghanistan et je n'ai pas fait le Mali. Donc ça, donc je n'ai pas eu de crise ou de décès à gérer, contrairement à certains collègues qui ont dû faire face à des décès en opération, ce qui n'est jamais facile, surtout quand je pense en Afghanistan où à la fin ça a tombé un peu comme des mouches malheureusement, au Mali aussi, donc c'est toujours un peu compliqué parce que dans ces cas-là, faut que la mission continue, donc on dirait le deuil est pour plus tard. Donc malgré la perte de personnes, de frères d'armes, on est obligé de continuer la mission et c'est compliqué. Donc j'ai pas eu à gérer, mais je suis parti en mission extérieure plusieurs fois. 6 mois, 4 mois, alors c'est pas évident au niveau de la famille. Mais c'est toujours, on se sent vraiment, je dirais, on se sent utile partout, mais là on est vraiment dans le cœur du métier quand on est en opération. Tout militaire le dira, la mission extérieure, c'est vraiment ce qu'on attend. Voilà, c'est là où on est, parce qu'on est envoyé, on est formé pour telle tâche, donc là on est envoyé pour faire telle tâche. Et je dirais, tout est facilité, entre guillemets, pour que tout se passe le mieux. On n'a plus besoin de penser à qu'est-ce qu'on va manger, enfin je vais faire la cuisine, non puisque là, mais c'est des questions toutes bêtes, mais des questions pratiques, c'est il faut que je fasse ma lessive aujourd'hui, non je mets tout dans mon filet de linge sale et puis j'emmène ça à la laverie et puis 2 jours après ou le lendemain je récupère ça. J'ai plus besoin aussi de savoir comment je m'habiller parce qu'on est tout le temps dans la même tenue, mais tout est fait pour ce que, voilà, on a envoyé un tel pour que dans tel rôle. Et tout va être fait pour que le rôle-là soit fait dans les meilleures des conditions possibles. Donc le soldat qui va être envoyé pour patrouiller ou autre, tout va être fait pour ça. L'aumônier va être fait pour que il puisse accompagner, puis pour qu'il puisse faire ses offices, pour qu'il puisse écouter les uns les autres dans les meilleures conditions possibles. Donc la plupart du temps, c'est travailler en décalé entre guillemets. C'est ce que je disais une fois à un cadre qui disait, mais en fait, monsieur l'aumônier, vous travaillez quand là? Parce que la journée, nous on travaille, on est sur nos ordinateurs, enfin voilà, on vous voit passer, puis on se demande, et puis je dis, justement, là je suis en train de travailler. Il fait, non, vous n'êtes pas en train de travailler, on est en train de boire une bière à la popote. Je dis, oui, mais je suis en train de travailler parce qu'on est en train de discuter. Et peut-être qu'un jour, vous aurez peut-être besoin de discuter, et donc on fait connaissance. Et puis, en gros, votre travail commence, mon travail commence quand le vôtre finit. C'est-à-dire que la journée, vous êtes pris, mais moi, j'ai le temps. Le soir, voilà, moi, j'ai le temps pour vous. Il m'a répondu, je ne voyais pas le métier d'aumônier comme ça. Je voyais plus le côté culturel le dimanche. Il dit, effectivement, et il peut y avoir des fois des discussions qui vont jusqu'au bout de la nuit, parce que la personne, elle a le temps, la nuit, on est isolé, enfin voilà, on est plus seul, donc on peut plus facilement discuter avec l'aumônier que la journée où dans le bureau, il y a toujours quelque chose, et puis il faut faire quelque chose, donc on n'a pas trop le temps, mais je sais, voilà, la nuit, le soir, quand vous avez fini le service, moi je commence le bien, et puis moi j'ai le temps. Parce que moi je suis souvent confronté en tant que pasteur à des questions d'une part existentielle, mais d'autre part aussi sur la pertinence de l'existence de Dieu. Parce que quand on est aussi souvent confronté à la fragilité humaine, on se pose la question si Dieu est amour ou si Dieu est tout-puissant. Je me dis, dans le monde militaire où on est assez proche de ces réalités-là, je me demande si il t'arrive aussi d'être abordé par... Ah oui, alors il y a toutes les questions de l'existence de Dieu, la question du mal, la question de la mort, puisque le militaire accepte le risque de la recevoir, mais aussi de la donner.
Et il y a beaucoup de questionnements là-dessus. Alors, j'ai parlé des pertes en opération, et c'est vrai que c'est souvent, mais si Dieu existe, pourquoi lui? Il y a la question de la culpabilité aussi. Oui. Pourquoi lui? Pourquoi pas l'autre? Ouais, Enfin, exactement. pas l'autre, voilà, mais pourquoi lui qui est, voilà, qui est gentil comme tout et aussi le pourquoi pas moi? Ouais. Et il y a toutes ces questions. Après, c'est difficile d'apporter des réponses. L'armée aime bien ce qui est cadré, hein. C'est droite-gauche, et voilà, et de dire, bah oui, c'est comme ça et c'est pas autrement. Là, c'est vraiment le rôle d'accompagnateur, d'amener à Cheminer. réfléchir, de cheminer dans la réflexion personnelle, dans la réflexion, alors je dirais de cheminement de foi aussi pour le croyant, mais réflexion personnelle pour quelqu'un qui n'est pas croyante. Il y a quelque temps, il y avait un jeune chrétien qui m'avait dit, mais j'ai du mal à concilier mon métier de militaire, que j'adore, et puis le fait qu'un jour, je serais peut-être amené à donner la mort, parce qu'il y a le commandement qui dit « tu ne tueras point ». Alors j'ai dit déjà, le commandement, c'est une mauvaise interprétation de dire « tu ne tueras pas ». Le texte original dit « tu ne commettras pas de crime », ce qui est complètement différent, puisque on peut l'interpréter de telle manière en disant « tu ne donneras pas la mort en dehors d'un cadre légal ». Après, est-ce que le cadre légal est légitime? Ouais, ça, c'est c'est ça. autre chose. Ça, c'est une autre question. Mais si on doit donner la mort, si le soldat doit donner la mort, déjà, il y a ce qu'on appelle des règles d'engagement qui ne sont pas... C'est pas comme dans les films, hein, on tire à tout va. C'est en défense, c'est parce qu'on est menacé et que voilà... on parle toujours de réponses graduées. Voilà. Mais il y avait cette question. J'ai dit, ben oui, mais alors sur le coup, effectivement... N'importe quel militaire dira sur le coup, j'ai pas réfléchi parce que voilà, en gros c'était soit moi, soit lui. Oui. Mais c'est après qu'il faut accompagner. C'est jamais anodin. Hein, c'est pas les soldats ne sont pas des machines. Ou comme dans les films, voilà, je tire, je vide mon chargeur et puis voilà, il y a tant de monde en face qui sont et puis je passe à autre chose. Non, il y a tout un accompagnement. Ouais. C'est un humain qui fait que il peut y avoir ce qu'on appelle des traumatismes, des syndromes post-traumatiques qui, au bout de 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans, rejaillissent parce qu'il y a une telle ou telle situation qui fait penser à ça. Donc, j'aimerais te proposer une dernière séquence intitulée « Dis-nous ». Oui. Tu me réponds par oui ou non. D'accord. Ensuite, nous allons conclure cette émission par une question... une anecdote plutôt que tu peux nous raconter, que tu as vécu avec un jeune soldat. Tu en as déjà raconté quelques-unes là, mais si tu peux nous en raconter une dernière avant la fin. Voilà, dis-nous, cher Kim, est-ce qu'être pasteur en paroisse te manque? Non. Fais-tu aussi l'entraînement avec les soldats? Oui. As-tu le droit de porter une arme? Oui. As-tu déjà eu peur d'aller en mission? Non. Dernière anecdote, dernière question. Es-tu obligé de t'habiller en tenue militaire? Oui. Qu'est-ce que tu dirais alors, cher Kim, à un ado qui s'intéresse au métier d'aumônier des armées? Qu'il commence déjà par faire ses études de théologie, faire son cursus pastoral, avoir une expérience paroissiale parce que l'aumônier militaire est contractuel, donc est sous contrat, donc qu'il puisse, s'il est arrivé quelque chose, de puisse retourner en paroisse avec des assises et une connaissance du milieu paroissial. Oui. Et puis après, de tenter l'aventure. Il y a toujours du recrutement, soit du côté de la réserve, donc faire quelques jours par an, soit du côté d'actif. Moi, je conseillerais d'abord de passer par la réserve, puisque maintenant, le monde militaire est quand même chez les jeunes un peu, on va dire, étranger. Donc ça permet de voir si on accepte ou pas, et puis après de franchir le pas
dans l'active à plein temps, c'est ce que j'ai fait. Et puis de voir, hein, comme disait le slogan, enfin la devise d'un régiment dans lequel j'ai servi, enfin que j'ai accompagné, qui est le 21e régiment d'infanterie de marine à Fréjus. À l'entrée du camp, il y avait toujours cette phrase, et je trouvais ça magnifique: quand l'aventure devient un métier, ou quand l'aventure est un métier. C'est un chef de corps qui avait trouvé ça pour dire bah venez. Et effectivement, je dirais que pour le jeune pasteur qui veut même s'aérer un petit peu, qui veut sortir du milieu paroissial, eh ben, ça peut être une belle aventure de faire le ministère pastoral d'une autre manière. Ça peut être très très intéressant, et ça peut être aussi une bouffée d'oxygène pour le milieu paroissial et le ministère pastoral. Et qu'est-ce que tu dirais à un ado ou à un jeune qui s'intéresse juste à l'armée, pas forcément à l'aumônerie, aux armées, mais juste à l'armée? De tenter l'expérience. Alors, c'est pas tout, la vie n'est pas rose, hein, quand on s'engage dans l'armée. Il y a un cadre, il y a de la discipline, mais tenter l'expérience s'il y a possibilité, et puis de serrer un peu les dents des fois quand les moments sont un peu plus durs, mais pas tout de suite baisser les bras. C'est parce que voilà, là, on marche 5 km avec un sac de 10 kg sur le dos, la première marche, c'est dur. Bah oui, mais c'est comme ça, on est tous passés par là, on ne demande pas l'impossible. Alors après, effectivement, si on veut tenter les stages commando et autres, là c'est autre chose. Mais là, c'est pas surhumain, quoi. Ça demande un peu d'entraînement, ça demande surtout un peu de discipline personnelle. Et puis après, c'est quand même, il y a ce qu'on appelle une échelle sociale, une promotion sociale dans l'armée qu'on trouve peut-être difficilement ailleurs, hein. C'est petite anecdote en passant, j'avais croisé un capitaine, un vieux capitaine qui avait dit à des jeunes, moi j'ai commencé comme vous, voilà, j'avais rien, j'avais pas de formation, mes parents m'ont mis plus ou moins à la porte, ils m'ont dit bon voilà, faut que tu te débrouilles, hein, milieu modeste, on n'est pas là pour te subventionner. Donc il a dit moi je suis parti à l'armée, je pensais finir adjudant-chef, donc c'est-à-dire sous-officier. Regardez, maintenant je suis officier, je suis capitaine, je commande ma compagnie, dans 2 ans je prends ma retraite. Je pensais jamais arriver là, mais parce que par des concours de circonstances, parce que j'ai ménagé mes efforts, j'ai travaillé, je suis arrivé où j'en ai arrivé. Donc il y a une promotion, il y a une facilité, non. Mais on peut avoir une belle carrière, mais bon, comme dit, voilà, ça demande des efforts et ça demande de prendre un peu sur soi, oui. Merci beaucoup, cher Kim. Merci. Il y a une question qui brûle en moi, je vais quand même te la poser. Te définis-tu comme un pasteur militaire ou un militaire pasteur? Les deux sont imbriqués. Okay. Les deux sont imbriqués parce qu'on a le côté, on a le statut militaire. Qui fait qu'on a des obligations comme le port de l'arme, comme l'uniforme, il y a des codes qu'il faut savoir. Et on reste pasteur parce qu'on a une liberté en tant qu'aumônier que les autres militaires n'ont pas. On peut arriver dans un bureau sans forcément prendre rendez-vous, alors on passe, voilà, bonjour. On a une liberté de manœuvre que les autres militaires, alors ça ne veut pas dire qu'il faut en profiter tout le temps, mais ça permet des fois de dénouer certaines crises, entre guillemets, de dire voilà, attention, bon là, il faut vraiment que j'aille voir tel ou tel cadre, ou il faut vraiment que je règle, et ce qu'un militaire ne fera pas, quoi. Donc on est les deux, on ne peut pas dire je suis pasteur d'un côté et pas militaire de l'autre, ou je suis que militaire, on n'a pas de formation militaire, enfin, on a une petite formation militaire, mais je ne suis pas pasteur, les deux, voilà. Merci beaucoup, cher Kim. Merci d'être venu partager ce moment. Grand merci à vous qui nous suivez un peu partout, ici en France, en Moselle ou ailleurs. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne, et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.